Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tous ces livres que j'ai malheureusement abandonnés en 2023. Il y a 6 livres qui ne m'ont pas du tout convaincue, pour lesquels je n'ai pas eu envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire et que j'ai préféré abandonner, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo par une unpopular opinion et je sens qu'on va me lancer plein de regards en coin, qu'on va être un peu offusqué car j'ai en effet abandonné La vie invisible d'Adi Larue écrit par V.I. Schwab et publié chez Lumen. Dans ce roman, nous allons traverser les époques en compagnie d'Adi, une jeune femme vivant au Moyen-Âge et qui a fait un pacte avec le diable pour pouvoir échapper à un mariage arrangé et vivre une vie de liberté et d'aventure. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme Adi l'avait espéré, puisque cette dernière va certes devenir immortelle, mais elle est surtout vouée à disparaître de l'esprit des gens dès que cette dernière quitte leur champ de vision. Adi se résigne donc à vivre une vie d'errance où elle est incapable de laisser une trace jusqu'au jour où un libraire se souvient d'elle, ce qui est tout simplement impossible. C'est un roman qui est encensé sur les réseaux sociaux où on lui trouve 1000 qualités, des personnages attachants, une plume poétique ou encore une ambiance très travaillée. Eh bien, je suis navrée de devoir dire ça, mais personnellement, je suis passée totalement à côté de tout ceci. Tout d'abord, j'ai trouvé que l'intrigue était très ennuyante et trop plate. Au vu du concept, je m'attendais à une intrigue à puzzle fragmentée entre différentes époques et différents lieux, quelque chose de très ambitieux, un peu dans la veine de Van Gogh de Timothée de Fombelle. Or, ce n'était pas du tout le cas. Certes, il y a une double temporalité, des chapitres qui se situent au Moyen-Âge au moment où Adi conclut son pacte avec le démon, et des chapitres qui vont se dérouler à New York au début des années 2010, il me semble, mais c'est resté, à mes yeux, bien trop linéaire et bien trop plat. Et l'intrigue n'aide aucunement à s'immerger dans le roman. Certes, La vie invisible d'Adi Larue n'a jamais été décrit comme un roman d'aventure, mais les enjeux sont inexistants, voire un peu illogiques, parce que pour quelqu'un qui peut pas mourir de faim ni de soif, j'ai trouvé que la nourriture était un élément un peu trop central dans cette intrigue. Les passages dans notre époque contemporaine n'ont malheureusement pas remonté mon niveau d'intérêt. Comme je le disais, tout était beaucoup trop plat et sans réelle consistance. Par ailleurs, je ne suis absolument pas d'accord avec les personnes qui disent que ce livre est avant tout un roman d'ambiance. Ce n'est évidemment que mon avis, mais pour moi, un roman d'ambiance, ce n'est pas équivalent à un récit lent. C'est une histoire qui a un travail important sur ce qu'il va dégager, sur son univers, sur ses couleurs, sur ses odeurs, etc. Par exemple, La mer sans étoiles ou La maison dans laquelle vont répondre davantage à ma définition de roman d'ambiance et pour autant, il ne se passe pas rien. Toutefois, je reconnais que l'autrice a habilement glissé quelques réflexions intéressantes et quelques thèmes que je ne pensais pas trouver dans son récit, comme la dépression ou encore la bisexualité. En ce qui concerne les personnages, je ne me suis pas du tout attachée à eux. En fait, je pense que j'aurais pu aimer ce livre si j'avais eu une quelconque attache à l'un d'entre eux, mais ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé Adi très irréfléchi et très égoïste. Je n'arrivais pas à avoir de l'empathie et de la compassion pour elle malgré sa situation très difficile. Et j'ai vraiment essayé de m'attacher à elle, mais je n'y arrivais tout simplement pas du tout. Ses interactions avec Luc, le bad boy ténébreux, m'ont rapidement agacée. Je voyais exactement ce que l'autrice voulait faire, où elle voulait en venir, et j'ai eu une impression de déjà-vu qui m'a fait lever les yeux au ciel et fortement soupirer. Le personnage de Henry n'arrive malheureusement pas à rattraper tout ceci. Je l'ai trouvé, encore une fois, beaucoup trop plat et trop creux pour que je puisse réellement m'accrocher à lui. Et puis, je n'ai pas senti de réelle alchimie entre les différents personnages, je ne ressentais rien pour Henry et Adi, et je ne voyais pas la petite étincelle qui ferait que ce duo fonctionnerait bien. Par contre, c'est vrai que la plume est plutôt jolie, on voit qu'il y a un travail derrière le choix des mots, dans le remplacement, et l'ensemble rend bien, mais pour moi, ça ne suffit pas à sauver ce livre, et ça n'a pas du tout été un argument pour me faire poursuivre ma lecture, puisque j'ai abandonné ce roman après à peu près 170 pages. Ensuite, j'ai à mon plus grand regret abandonné le 3e et dernier tome de la saga Les Sœurs Carmine qui était intitulé Dolorine à l'école. C'est toujours écrit par Ariel Holz et c'est toujours publié chez Mnemos.
Les Sœurs Carmine, c'est une trilogie de romans de fantasy jeunesse avec un univers gothique et poisseux où on va à chaque fois suivre l'une des trois sœurs. Dans le dernier tome, l'auteur va s'intéresser davantage à Dolorine, la cadette de la famille qui doit donc rentrer à l'école. Cependant, notre protagoniste va se rendre compte qu'il y a d'étranges événements qui se produisent dans son pensionnat. Je dis à mon plus grand regret parce que, au vu du coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome, il me semblait inimaginable de voir mon appréciation baisser au fur et à mesure que j'avançais dans la saga. Ça avait été une véritable révélation ce premier tome. J'avais adoré l'univers, son ambiance noire et glauque, le personnage de Mary, les autres personnages qui évoluent dans cet univers, l'humour, la qualité de la narration, bref, c'était un véritable sans faute pour moi. Mais le deuxième tome avait malheureusement été une déception. J'avais mis ça sur le compte de la narration à la première personne, du fait que c'était loin d'être une expérience agréable d'être dans la tête et dans l'esprit de Tristabel, qui est donc l'aîné de la fratrie, mais il y avait également d'autres facteurs qui ont fait que ce tome 2 ne m'avait malheureusement pas plu. Et évidemment, le tome 3 n'a pas stoppé cette chute. En réalité, à partir du moment où j'ai commencé le tome 3 et où je me suis retrouvée à soupirer à maintes reprises parce que je n'arrivais pas à me sentir investie dans l'histoire, j'ai compris ce qui n'allait pas et j'ai pu mettre le doigt dessus. La première chose, c'est qu'à mes yeux, les Sœurs Carmine n'auraient pas dû être une trilogie et personnellement, j'aurais dû m'arrêter au premier tome. Je trouve que l'intrigue du premier tome est très ambitieuse. C'est une histoire de complot politique à l'envergure assez large et aux conséquences qui peuvent être désastreuses. Alors forcément, une histoire de bal et d'école à côté de ça, a un peu du mal à tenir la comparaison. Les retombées dans le tome 2 et 3 sont bien moins importantes et ne vont pas changer le visage de l'univers et ses mécanismes. Pour autant, je comprends la volonté de l'auteur de mettre les trois sœurs sur le devant de la scène, que chacune soit une héroïne et qu'on apprenne à mieux les connaître toutes les trois, seulement ça n'a pas fonctionné pour moi. La seconde chose, c'est que j'aime Dolorine et Tristabel à petite dose. Ce sont des personnages secondaires parfaits. Elles viennent rehausser l'intrigue, donner un peu de peps, mais à partir du moment où ce sont elles qui sont à l'affiche du livre, eh bien tout va s'écrouler. C'est mal dosé, c'est redondant, c'est pas très agréable à lire. Bref, tous les ingrédients ont été réunis pour que je finisse par abandonner cette saga alors que le premier tome avait été un gros coup de cœur. Malgré tout, je n'ai pas envie de rester sur une note amère et mon abandon n'entache en rien l'amour que je porte pour le premier tome, à l'histoire de Mary, à ce personnage et à tout l'univers et la dynamique de la saga. Au mois de mai, j'ai abandonné Le Tombeau scellé, le premier tome, Gideon la 9e. C'est un roman écrit par Tamsine Muir, j'espère que je prononce pas trop mal ce nom, et c'est publié chez Actes Sud. Le résumé de ce livre avait tout pour m'intriguer puisqu'on est dans un univers de science-fantasy à base de nécromancie et de complot politique. On va suivre plus particulièrement Gideon, une jeune femme qui est prisonnière d'une communauté appelée la 9e maison, et Gideon n'a qu'une seule envie, s'enfuir de là et regagner sa liberté. Sauf que chaque tentative d'évasion se solde par un échec. Toutefois, les choses pourraient bien changer car la fille de la famille régnante sur la 9e maison doit participer à une sorte de concours qui va lui permettre de devenir licteur, et pour ce faire, elle a besoin des services de Gideon. Notre protagoniste et son ennemi juré vont donc devoir collaborer pour le bien de la 9e maison, et peut-être est-ce là la porte de sortie tant espérée pour Gideon. Comme je le disais, ce roman avait tout pour m'intriguer et surtout me plaire. De la science-fantasy, un univers assez conséquent, des combats, des complots politiques, bref, j'étais certaine d'aimer et de passer un excellent moment. Sauf que, pas du tout. J'ai abandonné ce roman au bout d'une centaine de pages. Tout d'abord, je n'ai pas aimé la narration. Si mes souvenirs sont bons, c'est un roman écrit à la première personne et on se situe dans l'esprit de Gideon. Et ce roman illustre parfaitement pourquoi je suis toujours plus réticente envers ce style de narration. Je trouve que c'est toujours très égocentré et pour peu que le personnage soit insupportable, la lecture devient rapidement laborieuse. Je n'ai pas du tout accroché avec le personnage de Gideon. Tout est dans la surenchère et le drame avec elle, il n'y a aucune demi-mesure et elle m'a rapidement fatiguée. En plus de cela, on nous la dépeint comme le cliché de la jeune femme qui est incapable de se battre, de manier la magie, qui est mauvaise en tout et qui ne s'améliore pas du tout. De ce que j'ai pu lire, les autres personnages ont également cette ampleur dramatique qui m'a rapidement épuisée et je n'ai eu aucune attache avec aucun d'entre eux. En plus de cela, comme la narration est centrée exclusivement sur Gideon, les autres personnages restent nébuleux et leur développement est à mes yeux beaucoup trop superficiel. J'aurais aimé voir plus de nuances derrière tout ce sarcasme et ce mélodrame.
L'univers est assez particulier et original, mais je l'ai trouvé un peu trop confus, et comme je voyais que l'intrigue se concentrait que dans un seul lieu particulier, j'ai eu du mal à m'y intéresser davantage. Du coup, c'était un flop pour moi, et c'est dommage parce que je trouve que Actes Sud fait des choix éditoriaux intéressants et ambitieux. C'est un roman qui peut plaire pour peu qu'on accepte de n'avoir aucune clé de compréhension entre les mains, et qu'on aime le ton sarcastique et mélodramatique. Je poursuis avec un roman qui démontre parfaitement qu'on peut avoir des bonnes idées, mais les exécuter avec beaucoup de maladresse. Je vais donc vous parler du premier tome de la saga Sorcier, intitulé Les Sources de l'ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream. Sorcier, c'est une saga de littérature imaginaire destinée à un public jeunesse qui raconte l'histoire d'une troupe de cirque dont quelques membres ont des capacités magiques et qui vont essayer de sauver une jeune fille qui a été kidnappée. Je dois dire que j'ai été étonnée de me voir abandonner ce livre. Le début avait commencé sous les meilleurs auspices, j'étais intriguée, je trouvais la mise en place de l'univers classique mais efficace. Les personnages avaient l'air attachants et bien pensés, donc que du positif. Sauf que j'ai rapidement déchanté à cause de la quantité folle de fautes d'orthographe. Évidemment, je sais que c'est compliqué d'écrire un livre, de ne pas faire de fautes d'orthographe, et je pardonne quand j'en vois une ou deux éparpillées dans un texte. Après tout, l'erreur est humaine. Mais là, c'était devenu impossible. Je passais mon temps à corriger les fautes d'orthographe, les erreurs de grammaire, de conjugaison et d'incohérence dans le texte. Bref, pour laisser passer des fautes d'orthographe aussi aberrantes que le fait d'écrire le chiffre 4 en chiffre romain avec 4 fois le i et non pas le i et puis le v, c'est que ce livre n'a pas été relu ou du moins pas suffisamment. Et je ne suis pas une experte en latin et je me prétends pas correctrice non plus, mais à un moment donné ça m'a vraiment sorti de ma lecture. Et puis j'ai vu un glossaire énorme avec des tonnes de personnages, des tonnes de lieux, et je me suis demandé comment les auteurs allaient gérer cette quantité folle d'informations alors qu'ils ont une base intéressante qui ne demande qu'à être solidifiée et exploitée au maximum. Je sentais que le livre allait devenir beaucoup trop brouillon et trop confus, et enfin j'avais trouvé qu'au fur et à mesure des pages, l'écriture manquait de style et était beaucoup trop scolaire. C'est une bonne rédaction, mais ça n'avait pas de réelle personnalité. Tout ça est évidemment bien regrettable puisque je suis persuadée qu'avec un travail éditorial de qualité et une bonne relecture, j'aurais pu passer un très chouette moment. Le même mois, j'ai également abandonné Meute de Karine Renberg, qui est à retrouver à la maison d'édition ActuSF. La 4e de couverture nous dit donc ceci. Roman atypique lycanthrope, Meute suit Nathanaël, Val et Calam. Si le premier est un loup-garou né de la violence et de la solitude, le second est un humain à qui on a volé la voix, alors que le troisième est un loup-pio traumatisé, incapable d'accéder à la moindre autonomie. Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la lumière. J'étais passée totalement à côté de ce livre, malgré les nombreux avis dithyrambiques, parce que le livre ne me parlait pas plus que ça. Sauf qu'il a été nominé dans la catégorie fantasy du prix Livre Addict de cette année, et je m'étais dit que c'était l'occasion de le découvrir. Je me suis rapidement rendu compte que ce roman n'était pas fait pour moi, quand bien même je lui trouve des qualités, comme le fait que ce soit un roman tranche de vie, et qu'on se concentre davantage sur les émotions et le travail des personnages que sur le travail de l'univers ou encore les péripéties. Ce qui m'a directement bloqué, c'est la narration. L'autrice raconte son histoire via le pronom tu, ce qui m'a tout de suite sorti de l'histoire. Comme je le disais dans la vidéo où je vous parlais du premier tome de la Maison des Jeux, que je vous laisserai revoir grâce au petit i, je n'aime pas ces formes de narration où on nous dicte quoi faire, quoi penser ou encore quoi ressentir. Ce style de narration me donne l'impression que je ne sais pas quelles sont les réactions qui sont adéquates et ça m'énerve. En plus de cela, je trouve que c'est très froid et très didactique, un petit peu comme si j'avais une interface de jeu vidéo en face de moi. En plus de cela, l'autrice multiplie les points de vue, donc c'est d'autant plus perturbant comme style de narration. Et c'est ce point qui m'amène à vous parler des personnages. En soi, j'aime bien les romans plus posés qui se concentrent davantage sur l'évolution des personnages et leur interaction, mais pour cela, il faut que les protagonistes soient attachants, ce qui n'était pas du tout le cas ici. Dès le départ, le personnage de Nathanaël m'avait mis les nerfs en pelote avec ses grands airs mélodramatiques et son discours hautain. C'est quand même un personnage qui rabaisse tout le monde
monde qui est méprisant, qui est violent, qu'on devrait plaindre et même le considérer en victime, mais également se méfier des autres parce que selon lui, eh bien, ils sont pas nets. Je n'avais pas la patience de supporter ce personnage, j'avais beaucoup plus de compassion et d'empathie pour les autres qui devaient supporter Nathanaël. Les autres personnages m'ont causé des réactions bien moins violentes, mais je voyais où l'autrice voulait en venir, les interactions qui seraient mises en place et leur impact, et même si ça pouvait être intéressant, ça ne m'a pas donné envie de poursuivre et de supporter ce personnage en crise d'adolescence qui est mieux que tout le monde et qui se remet pas une seule seconde en question. C'était juste pas possible. Une autre chose qui m'a fait décrocher, c'est que le style d'écriture en fait des tonnes et que c'est pas forcément nécessaire. C'est too much, c'est lourd à lire et ça me semblait pas du tout naturel. Donc j'ai préféré abandonner ce livre au bout de 15% il me semble. C'est pas du tout fait pour moi. C'est certain que c'est un roman qui sort des sentiers battus et qui a su toucher son public, mais malheureusement je n'en fais pas partie. Et le dernier livre que j'ai abandonné cette année, c'est le 3e tome et dernier tome des Maîtres enlumineurs, Les Terres Closes. C'est toujours écrit par Robert Jackson Bennett et édité chez Albin Michel. Je vous ai déjà résumé à plusieurs reprises cette saga et j'avais également parlé du tome 2 en long, en large et en travers dans une vidéo update lecture qui se trouve dans le petit i, donc je vous renvoie à cette vidéo pour savoir de quoi parle la saga et pour également constater que cet abandon n'est finalement que la suite logique de l'histoire. Effectivement, j'avais été un peu déçue par le tome 2 et ses longueurs de plus en plus conséquentes, les facilités scénaristiques et le traitement des personnages secondaires. J'avais cependant envie de lire le dernier tome et de connaître le fin mot de la saga. Donc mes attentes pour ce dernier tome étaient tout simplement considérables. Peut-être beaucoup trop élevées et ce roman était incapable de porter le poids de toutes mes attentes. Et finalement, j'ai abandonné tout ça vers les 40%. Durant tout le temps où j'ai essayé de le lire, d'avancer dans l'intrigue, je me suis sentie extérieure à l'histoire. Je n'arrivais pas à rentrer dans le récit, à me sentir impliquée, à me poser des questions sur la suite, etc. Absolument rien. Je me sentais fatiguée et lassée et surtout j'arrivais pas à passer outre les choix scénaristiques de l'auteur que je considère comme des manquements à son univers, à son système de magie et aux interdits qu'il avait mis en place dans son univers. Bref, j'étais complètement détachée des personnages, de leur destin et je me rendais compte que je ne souhaitais plus savoir comment tout ça allait se terminer. Je savais que quelle que soit la résolution, ça allait me laisser totalement indifférente et froide parce que je n'étais plus immergée dans l'histoire et que donc ça ne servait plus à rien de m'acharner. C'est dommage parce que cette saga avait du potentiel, malgré quelques longueurs et une écriture un peu confuse dans les scènes d'action, j'avais aimé ce livre, son univers, ses idées, ses personnages et je pensais sincèrement que tout ça allait se bonifier. Mais au plus j'avançais, au moins j'appréciais ce que je lisais et au moins j'ai trouvé de l'intérêt, donc autant arrêter les frais et passer directement à autre chose. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez abandonné des livres cette année et quels sont les titres que vous avez laissés de côté. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.